Bonjour chers auditeurs de Central FM 107.1, heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau avec notre invité Pape Amadou Sall, juriste de formation, chef d'entreprise depuis 2002, membre du cabinet du ministre de l'eau et de l'assainissement, responsable de coordination, secrétaire administratif de l'Union régionale de Thiès, membre du bureau politique du Parti socialiste. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour Monsieur Ndiaye. Merci de m'avoir invité pour cette émission. C'est politique. Un monsieur qui va nous éclairer un tout petit peu sur la position du Parti socialiste. Donc, quel Parti socialiste vous incarnez? Oui, mais c'est une question un peu insolite parce qu'il n'y a qu'un seul Parti socialiste à ma connaissance au Sénégal et qui est affilié à l'Internationale socialiste. Et c'est le Parti socialiste du Sénégal. Voilà. On a vu ces derniers temps-ci, beaucoup de gens se réclamaient du Parti socialisme. On peut citer Khalifa Sall actuellement, qui appelle à un rassemblement autour de sa personne pour la réincarnation du Parti socialiste. Bon, il y a nuance. Il se réclame socialiste et non pas du Parti socialiste. Lui, il est de Tahoe au Sénégal. Mais il se réclame socialiste. Et ça, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Et puis, il n'y a pas que lui qui se réclame socialiste ou de la gauche. Le socialisme, c'est plus vaste que ça. Effectivement, il est de la famille socialiste. Mais aujourd'hui, il ne peut plus se réclamer du Parti socialiste puisque, après les événements de mars dernier, ils ont été exclus. Bon, maintenant, on a effectivement écouté à maintes fois, il a réitéré vraiment sa volonté de réunifier la famille socialiste, mais je pense qu'à ce niveau, il y a erreur de casting. Il ne s'agit pas, parce que si toutefois on devrait se réunifier, ce ne sera pas autour de Tahoe au Sénégal, mais autour du PS. Et il y a des gens qui incarnent aujourd'hui le Parti socialiste du Sénégal. Donc oui pour les retrouvailles, mais quand même je pense que c'est un peu prétentieux de dire que les retrouvailles se feront autour d'un tel ou tel. C'est pas comme ça que les choses vont se passer. Voilà, parce que depuis son exclusion, je peux appeler ça ainsi, du Parti socialiste, depuis l'avènement du président Macky Sall, le Parti socialiste semble être dissous dans cette grande coalition. Raison pour laquelle la sortie de Khalifa, ici, Baba Kodja, JDS, chacun voulait se réclamer du socialisme, pensant que le socialisme incarné aujourd'hui par Aminata Mbengue Ndiaye n'est rien d'autre que une autre façon d'appeler le parti au pouvoir. Bon, ça, vous savez, les gens sont libres dans leurs propos et dans leurs interprétations. Mais la réalité est tout autre. Nous, on a un parti en bonne et due forme, avec un siège à Colobane, avec des ramifications nationales, des structures. C'est le PS est le parti le mieux structuré du Sénégal. Et tout ce qu'un parti doit faire pour exister, le PS est en train de le faire. Nous convoquons nos instances de temps à autre, aussi bien le secrétariat agriculture national, le bureau politique. Il y a également des activités à la base. Et ça, on ne peut pas en dire autant de tous les partis. Donc aujourd'hui, le PS, tout ce qu'un parti doit faire pour exister, le PS est en train de le faire. Maintenant, les gens sont habitués à voir le PS comme une locomotive. Parce qu'avant, le PS a toujours été une locomotive et arrimer d'autres partis satellites et être tête de pont d'une coalition. Mais depuis 2012, ça a changé. Le PS est dans une coalition, pas en tant qu'adhérent, mais en tant que membre fondateur de Benno Bokk Yakaar. Les gens semblent l'oublier souvent dans leur analyse. Le PS n'est pas un parti adhérent de Benno Bokk Yakaar. C'est un parti membre fondateur. Donc la précision est de taille. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une tête de pont, comme le PS le fut dans le passé, qui s'appelle l'APR. Le PS est maintenant effectivement wagon et non pas locomotive dans la coalition, mais en bonne et due place. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, les gens ont beau caricaturer le PS reste la seconde force majeure de la grande coalition de Benno Bokk Yakaar. C'est ça, c'est une vérité intangible. À part l'APR, le PS a plus de responsabilités étatiques, plus d'élus, plus d'occupation nationale, plus de représentants que l'ensemble des autres partis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, c'est ce qui
avant ces propos n'engage que. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Dans le jeu politique, même dans les jeux politiques, nous voyons qu'un parti qui perd le pouvoir, son objectif c'est la reconquête du pouvoir. Absolument. Mais quand on sait qu'au grand rendez-vous, par exemple, de cette conquête du pouvoir, on voit l'absence du Parti socialiste. En 2019, par exemple, qu'est-ce qui avait fait que le Parti socialiste, en tant que parti phare dans l'échiquier politique national, était absent? Au fait, le parti n'était pas absent parce qu'on était bel et bien là avec un candidat qui s'appelait Macky Sall. Bon, voilà. Maintenant, on peut dire qu'effectivement, l'étiquette, le sigle PS, tel que les gens s'étaient habitués à retrouver dans les grandes élections, dans les grands rendez-vous, n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire le bulletin vert avec l'étoile rouge. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais le PS était bien présent avec un candidat qui s'appelait Macky Sall. Et ça, notre défunt secrétaire général, paix à son âme, Ousmane Tanor Dieng, avait cette posture pour des raisons de cohérence. Parce qu'on ne peut pas être dans un gouvernement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était membre fondateur dans l'entre-deux tours en 2012. Le Benno Bokk Yakaar est arrivé au pouvoir. Donc, on est dans les mêmes institutions, à l'Assemblée nationale, au HCCT, Conseil économique et social, etc. On est en même temps dans le gouvernement. On a des postes de responsabilité au niveau des directions et des PCA. Mais donc, cheminer 5 ans avec le président 7 ans, et au rendez-vous, au premier rendez-vous, dire que ça ne m'engage pas, je me mets devant. Ça, c'est incohérent. Et le PS avait dit que la logique voudrait qu'on continue le bail, puisque c'est le Benno, comme l'engagement qui était pris entre nos deux leaders, Macky Sall et le défunt Ousmane Tanor Dieng, c'était de gagner ensemble et de gouverner ensemble, ce qui a été le cas. Donc, arrivé maintenant en 2019, la logique aurait voulu effectivement que Macky Sall, qui se présentait pour un second et dernier mandat, que le PS puisse l'accompagner. Et c'est ce qui a été fait. D'habitude, dans le paysage politique, on avait l'habitude de voir des partis classiques, comme le Parti démocratique sénégalais, comme le Parti socialiste, qui était vraiment le parti qui a illuminé le Sénégal depuis Léopold Sédar Senghor, après Abdou Diouf. Est-ce que peut-être en 2019, ou bien les autres ans, vous n'avez pas un leader charismatique qui pouvait incarner la continuité de la pensée de Senghor et d'Abdou Diouf? Ah si, on en a. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on peut accuser le PS de tous les maux, mais quand même c'est un parti qui regorge de grosses personnalités interchangeables. C'est ça l'avantage du PS. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut prétendre valablement être candidat. On a vu la candidature, les candidats à la candidature, rien que dans Benno, le nombre qui avait fusé. Mais nous sommes cohérents et logiques avec nous-mêmes. Et puis, on nous a modelé comme ça. C'est dans la discipline politique. C'est comme ça qu'on a été formaté dans le cadre du PS. C'est pas parce que nous n'avions pas de grosses pointures, comme on dit, pour prétendre. Parce que ceux qui sont là et qui bombaient le torse, c'est pour être candidat. Mais le dernier d'entre nous les dépasse allègrement. Donc on a de très grosses pointures, pour ne citer que l'exemple d'un Serigne Mbaye Thiam par exemple. Mais attends, à tout point de vue, il n'y a même pas photo avec ceux qui prétendaient être candidats pour le compte de Benno. On peut en dire autant de Alioune Ndoye, on peut en dire autant de Alpha Baïlé Gueye, qui est le président des cadres. Ne serait-ce que dans Vision Socialiste, on peut au moins extraire autant de candidats que possible pour le compte du PS. Mais ces mêmes candidats qui œuvrent pour le compte du PS, on a vu une dualité au sommet entre Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye. Bon, au fait, c'est une vue d'esprit. En réalité, il n'y a pas de dualité parce que les choses sont très claires. Serigne Mbaye Thiam est secrétaire national aux élections du PS. Aminata Mbengue Ndiaye était adjointe du défunt Ousmane Tanor Dieng, lui, le défunt Birahim Diagne et Abdou Khader Sissoko. Ils étaient les adjoints de Tanor. Donc c'est pourquoi il n'y a pas eu un vide juridique après le décès de Ousmane Tanor Dieng. Automatiquement, Serigne Mbaye Thiam, d'ailleurs, c'était la première personne à monter au créneau pour dire qu'il n'y a pas un vide juridique et que l'intérim devait être assuré par Aminata Mbengue Ndiaye. Maintenant, ce qui s'est passé en vérité, comme son nom l'indique, un intérim est circonscrit dans le temps. Ça ne peut pas, c'est comme si on devait jouer un match de football. Il y a un temps réglementaire et un temps additionnel. Mais le temps additionnel ne peut pas dépasser largement le temps de jeu
c'est ce qui s'est passé en réalité au PS. On vient de fêter en juillet dernier le 4e anniversaire du décès de Ousmane Tanor Dieng. Alors que le mandat est de 4 ans. Donc c'est une incongruité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un intérim qui équivaut à la durée d'un mandat. Et Serigne Mbaye, dès le début, avait compris qu'on allait vers ça et il avait alerté pour dire effectivement qu'un intérim est circonscrit dans le temps et que légitimement, Aminata Mbengue, si elle veut être secrétaire générale, mais rien ne lui empêche d'organiser un congrès fut-il extraordinaire et déposer sa candidature pour avoir la légitimité qui fait. Actuellement, elle a la légalité d'être secrétaire général puisqu'elle était adjointe de Ousmane Tanor Dieng. Mais quant à maintenant l'autre aspect, il y a à redire parce que de toute façon, elle pouvait convoquer un congrès, et c'est ce que tout le monde demande. D'ailleurs, la base, Serigne Mbaye Thiam n'a exprimé que ce que l'ensemble de la base disait peut-être en bas. Est-ce que ce n'est pas ce climat de velléité-là qui fait que le Parti socialiste ne peut pas prendre son courage à deux mains pour oser sortir de la coalition et se présenter aux élections de 2025 Non, mais pourquoi sortir de la coalition? Parce que les gens nous évoquent souvent ce débat, alors qu'aujourd'hui, l'heure est aux grands ensembles. Tous ceux qui sortent aujourd'hui, même s'ils décident de sortir d'où ils sont, ils vont créer une entité globale, une coalition. Mais pourquoi avoir une coalition aussi forte qui a gagné toutes les élections de 2012 à maintenant, qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, dont on est membre fondateur, pour aller créer quelque chose de semblable ou de moindre que ça? Ça n'a aucune importance. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le Sénégal. Ce n'est pas les partis pris individuellement. L'avenir du Sénégal, les enjeux de sécuritaire qui sont devant nous, les enjeux de développement qui sont devant nous, etc., priment sur l'intérêt particulier des partis et des personnes. C'est ce qui explique aujourd'hui la posture patriotique du Parti socialiste, qui pouvait effectivement, parce qu'on a vu même des mouvements et des indépendants qui se déclarent candidats. Donc le PS n'a pas ce problème, parce qu'au moins on a une ramification nationale. Au moins on a des structures un peu partout au Sénégal et dans la diaspora. Aujourd'hui, si le PS se décidait à investir un candidat, le problème que les gens ont pour aller monter des cellules, trouver des militants par-ci, trouver etc., nous on n'a pas ce problème-là. Mais le PS, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un parti quand même qui est lié avec l'histoire politique, la nation sénégalaise. Donc aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a des défis sécuritaires dans un contexte vraiment, dans le contexte que nous vivons aussi aujourd'hui, aussi bien en interne qu'en externe, si également on voit qu'il y a des défis de développement, avec les perspectives de production de gaz, de statut de producteur gazier, etc. Donc ça, le PS a fait l'option, le choix de la continuité dans le cadre de Benno pour l'intérêt supérieur du Sénégal et des Sénégalais. L'intérêt de s'attarder sur cette question est que l'échiquier politique nous a habitués à voir le Parti socialiste jouer un rôle important dans la conquête du pouvoir. Les nostalgiques aussi, ils ont l'habitude de voir le Parti socialiste sur la table des bulletins à choisir. Aujourd'hui, on voit un éclatement. On voit Aïssata Tall Sall de l'autre côté, Serigne Mbaye Thiam de l'autre côté, même à l'intérieur du Parti socialiste, nous venons de citer Serigne Mbaye Thiam et Khalifa Sall de l'autre côté. Mais quel est maintenant le cheval de bataille de vous qui incarnez le socialisme? Vous pouvez emprunter pour rassembler cette famille et trouver un leader qui pourra continuer l'œuvre de Senghor, de Abdou Diouf et bon, je parlerai de comment il s'appelle encore? Ousmane Tanor Dieng. Vous savez, j'ai eu la chance quand même d'avoir assisté à la dernière réunion de bureau politique présidée par le défunt Ousmane Tanor Dieng avant son voyage en France. Son dernier bureau politique, j'étais dans la salle. Et l'un de ses derniers vœux, ce jour-là, il avait eu à évoquer cette question des retrouvailles de la famille socialiste. Donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et depuis également, nous y travaillons. Mais vous savez, les retrouvailles ne peuvent être concrétisées que dans le cadre d'une dynamique. Il ne sert à rien aujourd'hui
de se retrouver ensemble pour créer plus de problèmes qu'il n'en avait. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si on nous disait par exemple en 2012, avant 2012 par exemple, rien ne présageait le PS, après l'avènement de Abdoulaye Wade au pouvoir, mais c'est des dynamiques qui avaient pu réunifier encore le défunt Djiboka, les Moustapha Niasse et le PS dans le cadre du CPC, etc. Donc c'est le jour où il y aura une dynamique, comme ce fut le cas à l'époque, pour réunifier encore ces gens-là, le PS et les autres, en ce moment, effectivement, on se retrouvera. Mais ce qui est clair, d'ici à 2024, c'est très juste pour un projet aussi ambitieux de réunification de la famille socialiste, puisque Taxawu Sénégal est foncièrement ancré dans le Benno, dans l'opposition. Le PS est foncièrement ancré en ancrage avec le pouvoir. Donc, c'est deux extrémités presque. Maintenant, il y a quelques éléments de la gauche éparpillés un peu ça et là. Maintenant, les discussions sont là. Les gens discutent. Les portes ne sont pas fermées. Il y a de bonne volonté également qui travaillent. Il y a aussi un truc générationnel qui fait qu'effectivement, entre nous, le contact est là. La discussion n'a jamais été rompue. Mais quand même, il faut dire que c'est un chantier qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, vu ce qui s'est passé, etc. etc. Mais dans les rangs du Parti socialiste, il y a des voix discordantes. Abdoulaye Wilane, par exemple, ses dernières sorties semblaient être quelqu'un qui voulait se démarquer de la mouvance présidentielle pour que le Parti socialiste aussi puisse aller indépendamment dans ses échéances futures. Oui, ça c'était un avis personnel, parce qu'il faut comprendre qu'Abdoulaye Wilane est aussi porte-parole. Mais quand il porte la parole du parti, il se limite aux conclusions du parti à l'issue de ces rencontres, de ces réunions. Mais avant d'être porte-parole, il est militant et responsable. Il a son avis personnel, tout comme moi, tout comme les autres. Donc ces voix discordantes, moi par exemple même, à un certain moment, lorsqu'il s'agissait de candidater à la candidature, moi je faisais par exemple partie des gens qui pensaient que le PS devait pouvoir postuler à la candidature dans Benno. Ça c'était mon avis. Mais lorsque le bureau politique s'est réuni, le CEN s'est réuni, et on nous a mis en minorité pour dire que voilà, on donne carte au président de la République de choisir, mais nous nous sommes rangés, parce que c'est ça aussi la démocratie. Vous avez votre avis, mais quand la majorité s'exprime, vous vous rangez. Voilà. Le Parti socialiste, à ces temps, avait donné un visage très luisant de la démocratie du Sénégal. Mais aujourd'hui, on sent l'affaissement de cette démocratie. Et quel est le rôle que le Parti socialiste a joué dans cette chute de notre démocratie? Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi, c'est un constat quand même général. Voilà, c'est un constat, mais ça dépend du bord où l'on se trouve. Je vous donne juste un exemple. L'ancienne Premier ministre, lorsqu'elle était aux affaires avec nous, il n'y a pas longtemps, réfuté carrément cela. Mais aujourd'hui qu'elle se retrouve dans l'autre camp, dans le camp adverse, en face du pouvoir, elle tient un autre discours. Donc cela dépend, et ça c'est pas bon. Les avis ne doivent pas être en fonction des positions du moment. Ils doivent être guidés par la constance et par des convictions. Malheureusement, c'est une denrée rare aujourd'hui avec nos hommes politiques. Dès qu'ils changent de camp, ils changent de discours. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de démocratie, mais ils ne vous donnent aucun élément probant de mesure. Ils le disent juste parce qu'ils sont de l'autre camp. Tout comme nous qui sommes avec le pouvoir, nous dirons qu'effectivement la démocratie a été renforcée, mais il ne faut pas aussi que les gens confondent démocratie et anarchie. Souvent les gens, ce qu'ils veulent pour qu'un pays soit démocratique, mais si on en arrive à ça, ce serait de l'anarchie. C'est-à-dire, parce que moi, je suis libre de manifester en tant qu'homme politique, mais il y a aussi des Sénégalais qui ne sont pas intéressés par la chose politique et qui ont des activités. Aujourd'hui, je suis là sur une avenue qui donne une avenue principale. J'ai mon commerce là-bas. Mais les politiques veulent chaque fois emprunter la devanture de mon commerce
je ferme rideau alors qu'à la fin du mois, les charges m'attendent, etc., etc. Mais ces Sénégalais-là également, l'État a l'obligation de penser à leurs intérêts. Donc, il ne faut pas que les politiques prennent en otage toute la société sénégalaise. Et si l'État fait face ou régule, on nous dit que la démocratie est en chute. Ça, je ne suis pas de cet avis. Mais la restriction n'est pas de ce côté tout simplement. Au niveau de la justice, par exemple, nous voyons quand il s'agit de complaintes venant de l'opposition, la justice fait sourde oreille. Mais quand il s'agit maintenant des affaires qui concernent des gens qui sont au pouvoir, vraiment, il y a quelque sorte le président qui parlait de son coude qu'il mettait sur certains dossiers. Ça, les gens reviennent souvent sur cette question, mais de façon vraiment erronée et abusive. Le président, au Sénégal quand même, dès le primaire, on a effectivement appris la séparation des pouvoirs. Cette opposition-là, à chaque fois qu'elle gagne une manche, la justice, elle est bonne. Mais dès qu'elle perd une manche, la justice, elle est mauvaise. Toute la justice, sans exception. Et ça aussi, c'est une conception erronée, c'est un jugement vraiment fallacieux. Maintenant, quelqu'un comme... souvent, on nous dit, le président avait dit, je mets mon coude sur des dossiers. Mais ça ne veut pas dire que j'intercède dans la justice, dans le fonctionnement de judiciaire. Parce que l'indépendance de la justice, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais a été affirmée et réaffirmée. Maintenant, comme disait Abdoulaye Wade, souvent, lorsqu'il parlait des magistrats, on leur donne leur indépendance, ils reviennent sur leur pas pour redevenir esclaves, etc., etc. Donc, c'est cette impression qu'on a. Mais aujourd'hui, il est clair que la justice, tout comme l'exécutif, tout comme l'Assemblée nationale, le législatif, jouent séparément leur rôle. Maintenant, ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que quand on dit de mettre un coude sur un dossier, moi je ne pense pas que je ne suis pas dans la tête du président, mais je suis d'avis que les dossiers qui relèvent, par exemple, lui de son appréciation, de son pouvoir discrétionnaire, il ne parlait pas des dossiers judiciaires. Personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il faisait allusion à des dossiers judiciaires. Il parlait plutôt de dossiers peut-être administratifs qui relèvent de ses prérogatives ou de ses compétences. Ça, il a la libre appréciation en fonction des informations qu'il a, parce que c'est la personne la plus informée du Sénégal, et du niveau où il se trouve, d'apprécier s'il doit donner suite ou pas, en fonction maintenant des conséquences que cela va engendrer pour le pays. Parce que l'exemple qu'on peut prendre, l'exemple le plus patent, c'est les rapports qu'il a reçus de l'OFNAC, etc. Mais le cas le plus pertinent, c'est l'arrestation, la condamnation de Karim Wade et de son exil. Oui. Et pourquoi, par exemple, il était le seul à être jugé, condamné et parfois même exilé. Après, on ne parle plus de cette organisation qui avait... Ça, je suis parfaitement en accord avec vous, par contre. Parce que moi, je pense que quand même, sur une liste de 25, c'était trop flagrant que seul Karim puisse être extirpé, jugé, condamné et exilé, comme on dit, même si c'est un exil volontaire, mais quand même c'est un fait, un constat qui est là. Depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu, quel que soit ce qui s'est passé entre-temps dans son propre pays. Bon, ça, je suis parfaitement en accord, que ça ne devait pas se passer ainsi. Sur une liste de 25 personnes, tout au moins même la moitié devrait être... Là, on aurait dit qu'au moins ils ont fait, mais ça c'était trop flagrant d'extirper juste une personne et le reste, ils sont redevenus blancs, immaculés dès lors qu'ils ont rejoint le pouvoir. Ça également, on n'est pas là vraiment pour dire que tout a été bien fait et dans les normes. Non, il y a des choses aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que le président devrait le faire autrement. Mais comment peut-on accorder clémence à Karim Wade, à Khalifa Sall, à qui on avait accusé de détournement de fonds, et à M. Ousmane Sonko, qui jusqu'à présent, la justice n'a pas encore donné son dernier mot. On lui prive de se présenter aux élections de 2024. Bon, ça c'est différent. Quand même, c'est des dossiers. Il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame. C'est vrai que dans le dossier de Karim, tout comme Khalifa, il était question de deniers publics. Mais pour le cas de Sonko, si on prend juste le dossier en instruction, les charges qui pèsent sur lui, et même si c'est encore en instruction, n'ont rien à voir. Parce que c'est des trucs d'appel à l'insurrection, d'appel au meurtre, de destruction de biens publics, ainsi de suite, etc. etc. Les gens ont fait un livre blanc au niveau du ministère des Affaires étrangères.
Il y a eu également une compilation de vidéos, de déclarations. Je donne même, entre parenthèses, l'appréciation de Ben Ahmed de Jeune Afrique, qui disait qu'effectivement, ce qu'il a vu, ce qui s'est passé avec Sonko dans n'importe quel autre pays, et les gens en auraient fait. Mais les Sénégalais ont envie de voir ou bien d'entendre des audios ou bien une vidéo provenant de ces accusations. Et c'est notre même justice qui a blanchi Ousmane Sonko par rapport à cette interpellation. Quelle interpellation? Viol, menace de mort, tout ça. Non, ça c'est différent. Non. Parce que là, si on revient au dossier Adji Sarr, c'est eux. Parce que quand on qualifie les faits, mais c'est à l'issue du jugement. Par exemple, quand je porte plainte, je veux dire, M. Ndiaye, je porte plainte M. Ndiaye pour escroquerie, par exemple. Mais ça, c'est ce que j'ai écrit dans ma plainte. Mais il appartient au juge, à l'issue d'un procès équitable, de qualifier les faits. Maintenant, à l'issue, il peut dire non, c'est pas une escroquerie, c'est un abus de confiance, ou bien etc. Donc, cela ne veut pas dire que j'ai été contre lui. Moi, je ne suis pas juriste puriste. J'écris ma plainte en fonction de ma compréhension. Mais c'est le juge qui a le dernier mot. C'est ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. L'autre, en écrivant la plainte, avait dit viol, mais on a disqualifié les faits en disant que c'est détournement de la jeunesse. Et qui n'est pas très loin, effectivement, parce que je ne veux pas entrer dans les considérations strictement judiciaires, mais en tout cas, il s'agissait plutôt d'une disqualification des faits de viol pour abus qui de la jeunesse. Donc, abus de la jeunesse. Voilà, donc c'était plutôt ça, mais il n'a pas été blanchi sur cette question du tout, puisqu'il a été condamné. Qu'on ne fasse pas croire quand même qu'on peut condamner quelqu'un tout en le blanchissant, c'est pas ça. Sur ce dossier-là, c'était ça. Maintenant, l'autre dossier avec Mame Mbaye Niang, c'est une question de diffamation. Lui-même, on a les vidéos, entouré des chiens, dire que j'ai les preuves et j'ai hâte comme, etc. Et lorsqu'il s'était agi de brandir les preuves, jusque-là, rien. Et on l'a condamné également, de suite. Ce qui n'a rien à voir également encore avec l'autre qui est en instruction. Donc, pour dire que ça fait trop quand même pour une seule et même personne à la fois. Mais là, vous vous adressez à M. Ndiaye pour lui expliquer tout cela. Il peut peut-être comprendre à travers les mots. Oui. Mais vous allez au fin fond du Sénégal, vous trouvez une maman qui, devant son étal de marchandises, vous lui expliquez que voilà, c'est cette même justice qui avait accusé Sonko de ça, qui a dit qu'il n'a pas commis cela. Voilà les raisons pour lesquelles il est toujours en détention. Comment, avec quel langage elle est... Ce qui vaut à Ousmane Sonko aujourd'hui cette vague de compassion. Oui, mais vous savez, avant lui, Idrissa Seck en avait bénéficié. Avant Idrissa Seck, Feu Djiboka en avait bénéficié. Avant Djiboka, Moustapha Niasse. Parce que souvent les Sénégalais sont comme ça. C'est des gens compatissants. Souvent, quand vous êtes dans une position jugée de faiblesse, etc., ils compatissent. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais également, on ne peut pas bâtir un projet autour de ça. Parce que quand même, on a vu que, quel que soit, souvent les gens confondent la foule et le peuple. La foule, il y a tout dedans. Mais les gens qui décident de l'avenir de ce pays, c'est le peuple. Ce sont ces gens-là responsables qui ne se mêlent pas de casse, qui ne se mêlent pas de jeunes filles, etc., et qui, le moment venu, font la différence, vont aller voter paisiblement et retourner chez eux, parce qu'ils ont cette maturité-là. Donc, il y a cette différence-là. Maintenant, souvent, les gens, quand ça les arrange, ils ont tendance à confondre la foule et le peuple. Alors que c'est diamétralement... Mais la ligne de démarcation risque d'être très mince, parce que dans toutes les couches de la société, les petits, les anciens, les jeunes, partout, les gens scandent Sonko avec autant de passion, parfois même d'amour, qui les lie à ce monsieur-là. Mais qu'est-ce que ça enlèverait au Sénégal de ne pas laisser Ousmane Sonko se présenter aux élections? Mais non, parce que ce serait un précédent dangereux. Il n'y a pas de Sénégalais spécialement à part. Sonko est un justiciable. Comme moi, comme toi, comme les autres. Donc, mais qu'on me dit, quel est l'autre Sénégalais qui accumulerait autant de casseroles que Sonko, c'est-à-dire autant de procédures et de plaintes, etc., et qui devrait sortir blanc comme neige parce que tout simplement il s'appelle Ousmane Sonko ou bien il a des gens derrière lui. Mais ça, ce serait un précédent dangereux.
La justice doit être là pour tout, y compris nos dirigeants qui sont actuellement au pouvoir aujourd'hui. Moi, je suis pour une justice forte, pour un État fort, implacable, quand il s'agit... Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi ce que Sonko a fait, aujourd'hui, il y en a dans son propre camp, des gens qui ont fait des infractions même, je peux dire, moindres, bien moindres, et qui sont dedans depuis lors. Ces gens-là, ils ne sont pas sénégalais. En quoi Sonko est plus sénégalais que? Parce qu'on a vu le cas de M. Sitondour, on a vu le cas de Bogazali, on a vu beaucoup d'autres cas, mais qui n'ont pas fait tache d'huile. Et celui-là, il a été accusé de blanchiment de combien de milliards, l'autre de viol avec des preuves à l'appui, etc. Mais ils n'ont pas duré en cellule. Ah mais ça, c'est nous qui le disons. Mais en tout cas, le jugement dit le contraire. Et moi, je donne une présomption vraiment favorable aux juges. Parce que quand même, c'est trop facile de penser que nous autres, on est intègres, on est bons, on est droit, dans la droiture. Mais ces juges-là sont corruptibles, ces magistrats-là sont des mauvais périers, excusez-moi, etc. Ça, c'est trop facile. Il faut qu'on se mette à la place de ces gens-là. Le Sénégal n'a pas fait pour nous ce qu'il n'a pas fait pour ces gens-là. Donc pourquoi devrions-nous avoir... Le patriotisme-là, ce n'est pas un monopole. Ce n'est pas une exclusivité. Moi, je pense que je suis un patriote sénégalais. Je vis mon pays, j'aime mon pays. Mais en quoi je daignerais à M. Ndiaye qu'il aime autant ce pays-là, sinon plus que moi? Mais souvent, c'est la confusion que les gens font. Et ça, c'est vraiment un jugement aberrant. C'est un jugement aberrant. On ne va pas s'arrêter ici parce que déjà, avec le jugement que nous avons, il y a certains qui refusent même le terme patriotique, d'autres républicains. Je suis patriotique, on te donne une autre coloration. Je suis républicain, on te donne une autre coloration. Aujourd'hui, Thiès accueille M. Amadou Ba. Oui. C'est le premier ministre qu'il accueille ou c'est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar? Bon, c'est le Premier ministre qui est encore dans l'exercice de ses fonctions. Parce que souvent, les gens veulent une chose et son contraire. S'il ne bougeait pas, on dit que oui, depuis il n'est pas venu ici, il ne bouge pas, il ne fait rien, il fait plus de politique, etc. S'il bouge, parce que le programme, si vous regardez le programme, vous verrez vous-même qu'effectivement, il s'agit d'infrastructures, il s'agit de choses d'inauguration, il s'agit de lancement de travaux, il s'agit de routes, il s'agit d'infrastructures ferroviaires, il s'agit, etc. Donc lui, il est encore dans le temps de l'action. Maintenant, c'est l'autre camp, les mêmes personnes qui diraient aujourd'hui, s'il avait opté par exemple à ne rien faire, les mêmes personnes qui diraient que oui, il ne s'occupe que de politique, ce sont ces mêmes encore qui disent aujourd'hui, c'est le candidat qui vient. Mais l'heure de la campagne n'a pas encore sonné. Lui, il est dans le temps de l'action, il est encore Premier ministre du Sénégal et donc il est dans son cadre. Parce qu'il avait formé un premier gouvernement qu'il avait dénommé gouvernement d'attaque ou bien d'action, je pense, d'attaque. Oui. Voilà. Oui. Mais on n'a pas vu ces mouvements un peu partout au Sénégal. Mais ici, comme si on est en pré-campagne. Il est allé à Saint-Louis pour parler d'économie, de santé et de l'éducation. Mais ces trois secteurs cités sont vraiment malades ici au Sénégal. Non, au fait, ça, vraiment, c'est les gens d'en face qui voient les choses ainsi. Mais le constat est là quand même. Oui, mais non, d'accord, le constat est là, mais chacun regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. Vous voyez ça, peut-être les gens qui l'interprètent comme ça le voient ainsi, mais moi, je le vois autrement. Mais moi, ce que je vois, c'est un Premier ministre consciencieux de ses responsabilités et qui bénéficie de la confiance du président de la République, qui lui a renouvelé sa confiance et qui est dans le temps de l'action, inlassablement. Moi, c'est ce que je vois. Tous les jours que Dieu fait, on le voit en homme de dossier, en homme de terrain, arpenter les routes, les ravaler pour aller à la rencontre des Sénégalais et dans le cadre de sa mission. Moi, c'est ce que je vois. Mais sa visite au nord du Sénégal avait l'allure d'une campagne électorale parce que chaque fois, il se glorifiait d'avoir rassemblé autant de foule autour de lui. Parce que je pense que quand il ne risque peut-être 4 mois, hein, voilà. Maintenant, normalement, ces rencontres avec la population devaient être des rencontres techniques autour peut-être d'une table, discuter de questions vraiment toutes. Mais quand c'est dans la foule qu'il donne des programmes, et ce programme, même candidat, je ferai ce que les autres. Dans ses discours, on sent que c'est le candidat qui parle et non. Quand un Premier ministre, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est une autorité.
Vu l'urgence et le temps qui nous reste, je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent de convoquer les gens, les techniciens, autour d'une table, discuter sur la question de l'école. L'école est malade actuellement. On parle de... ne peut pas généraliser quand même, monsieur Yaye. On ne peut pas prendre, par exemple, je vous donne un exemple. Sur 10 000 écoles, par exemple, 200 écoles, par exemple, ont des problèmes, on dit que l'école est malade. Mais c'est ce qui se passe. L'école est malade en manque de professeurs déjà. Les abris provisoires sont là. La question des inscriptions écoles est là. Il y a des écoles qui tardent à démarrer normalement leurs cours. Hier à Tivaouane, vous avez entendu la rumeur qui circule, un proviseur qui demandait à élever le taux de l'inscription, alors que le gouvernement avait déjà fixé une somme pour cela. Donc il y a problème au niveau de l'école. Non, mais c'est que un État est là pour faire face aux besoins et aux problèmes quotidiens. Si aujourd'hui il n'y avait aucun problème dans aucun secteur, à quoi servirait un gouvernement? Mais quand même, je dis que c'est vraiment taper fort que de dire, par exemple, sur 10 000 écoles, 200 qui ont des difficultés, ou bien sur, on nous dit que le corps enseignant est de 125 000. On nous dit qu'il y a un déficit de 1500 enseignants, ou bien 2500 enseignants, ou 3500 enseignants, on nous dit que l'école est malade. C'est malade. Mais ça aussi, non, c'est gravement malade, je dirais. Dernièrement, effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, face à ces problèmes, n'est pas resté inerte. Il a pris des initiatives et il a donné des garanties que ça va se résorber au plus vite. Parce qu'il est là pour ça. Donc les gens ne sont pas en vacances. Ce n'est pas parce que nous sommes en perspective d'une campagne électorale que les gens ne travaillent pas. Chacun dans son domaine continue à faire ce qu'il a à faire jusqu'au 4 avril prochain, comme le disait le président de la République, jusqu'au 2 avril 2024. Donc ils sont dans ça, chacun dans le secteur qui lui concerne. Maintenant, souvent, on nous dit par exemple qu'il y a un problème dans un tel hôpital, que la santé est malade, ou bien sur 20 000 dossiers traités quotidiennement dans les tribunaux du Sénégal, un seul dossier, on nous dit que la justice est corrompue, la justice est malade, et on oublie les 29 000 et quelques dossiers qui sont traités quotidiennement dans l'ensemble des tribunaux du Sénégal, etc. Souvent, les gens en arrivent à ces conclusions-là, hâtives et vraiment dénuées d'objectivité, pour caricaturer les différents secteurs. Mais c'est selon. C'est selon l'endroit où on se trouve. En tout cas, ceux qui sont avec le pouvoir, qui exercent le pouvoir, ont une vision tout autre de ce Sénégal-là que nous décrit, apocalyptique que nous décrit l'opposition et une certaine frange de la société dite civile. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes dans un tour d'ivoire que vous semblez minimiser les problèmes que vivent les Sénégalais au quotidien? Non, pas minimiser. Moi, je suis... Parce que déjà, quand il y a un problème qui se pose, le plus souvent, au lieu d'attendre de vous des solutions, c'est tout simplement des justifications que les gens apportent. Non, je vous ai dit, chacun en ce qui le concerne et selon ses responsabilités est en train de faire. Le Sénégal n'est pas en vacances. L'administration n'est pas en vacances. Les gens gèrent quotidiennement le problème des Sénégalais dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on n'est pas en vacances du tout. Ni le gouvernement, ni l'administration, ni etc. Les gens sont dans le temps de l'action. Dans tous les domaines, les gens travaillent. C'est ça la vérité aussi. Bon, maintenant, il ne faut pas que les gens veulent nous faire avaler ipso facto ce qu'ils veulent que l'on avale. Ça aussi, ça ne peut pas passer. Voilà, mais les Sénégalais, ils observent quand même. Mais ces derniers temps, nous avons vu que le panier de la ménagère est devenu extrêmement inaccessible. Mais je le sens moi-même parce que moi, j'achète dans la même boutique que vous. Dans le même, mon épouse va à la marché, certainement avec... donc, on sent tout ça. Mais quand même, il ne faut pas que les gens soient nihilistes au point de ne pas reconnaître les efforts immenses, colossaux. Parce que Sénégalais aussi, il faut qu'ils savent. Mais c'est les Sénégalais qui devaient ressentir ces efforts colossaux dont vous parlez. Mais justement, c'est ce que je dis. Parce que les gens qui paient l'électricité, ils savent que l'État est en train de subventionner l'électricité. Mais c'est l'État même qui dit qu'il ne subventionne plus l'électricité. Non, mais jusqu'à quand? Jusqu'à un passé récent, je dis, c'est ce qui aujourd'hui achètent le carburant, savent que l'État subventionne le carburant. Cela, ça allait être plus cher. Vous prenez également les denrées de première nécessité, le pain, etc.
On a entendu dernièrement les boulangers dire que non, les intrants flambent au niveau international, etc. Donc il faut qu'ils réajustent le prix. L'État a dit niet. Et l'État subventionne également le prix du pain, etc., etc. Mais l'État a clairement dit, il n'y a pas longtemps, que rien que sur les subventions de certains trucs, on était à plus de 725 milliards de subventions sur certaines denrées de première nécessité. Mais ça, si l'État ne l'avait pas injecté, mais ça aurait été plus cher. Ça aussi, il faut que les gens le reconnaissent. Aujourd'hui, on nous dit que l'école, certains directeurs par exemple veulent revoir l'inscription. Mais l'État a fait un arrêté dès le début de l'année, bien avant, pour dire que les inscriptions ne doivent pas dépasser dans le public 5 000 francs. Mais est-ce qu'il avait fait de concert avec les acteurs de l'école? Non, vous savez, quand on est là, on est mis dans des conditions de décider. Le moment venu, effectivement, il faut avoir un débat inclusif, y mêler les acteurs, mais au moment de décider, une seule personne décide, c'est l'autorité. Mais l'autorité n'a pas décidé de façon exceptionnelle comme ça, sans prendre l'avis. Pour qu'on en arrive à ça, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des concertations avec les acteurs, etc., etc. Donc c'est ce qui se passe souvent. Maintenant, ça c'est en amont. Souvent les gens, ce qu'ils voient, c'est la décision finale. Mais le processus qui a mené à cette décision, souvent, nous ne suivons pas ça. C'est pourquoi on a des fois cette impression, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est l'État qui communique mal, parce que déjà, pour recevoir cette information-là, c'est par les réseaux sociaux que les acteurs de l'éducation ont reçu l'information qu'il devait y avoir réduction. Autre chose encore, on nous parle de gap de 8000 enseignants et l'État a lancé, a lancé une demande de recrutement d'enseignants. Ce que l'État est revenu encore contredire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème de communication entre l'État. Il y a eu quiproquo parce que l'ancien directeur de l'information et de la communication a été démis de ses fonctions. Et je sais que, je ne suis pas dans le secret de la tête du président, mais je sais que ce quiproquo-là en fait partie des choses qui l'ont, parce que lui-même, il était revenu avec un communiqué pour dire qu'il n'a ni de près ni de loin déclaré qu'il y avait un recrutement imminent, etc. Mais tout compte fait, il n'est plus là. Cela veut dire que quand même, au moment quand il y a des dysfonctionnements, l'État sait prendre ses responsabilités. Souvent, on voit que M. Ndiaye ou M. Chissala a été démis de ses fonctions, mais on ne nous donne pas la raison. Mais forcément, il y a une raison. Et souvent, l'État, quand il s'agit de prendre ses responsabilités, le prend de façon stricte, sans en donner des justifications, parce qu'il n'a pas besoin de justifier les actes qu'il prenne. Donc, c'est ce qui se passe souvent. Maintenant, il faut quand même que les gens sachent raison carré. Ce pays-là, je ne dirais jamais que tout est rose, tout est joli, tout est beau, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Si c'était à refaire, moi je suis d'avis que les gens le fassent autrement. Mais quand même, on peut. Souvent les gens ne glissent même pas sur ce terrain des réalisations. Parce que quand même ils savent que le président, quoi qu'on puisse dire, a trouvé le Sénégal à un point A pour l'amener au moins, à défaut d'un point Z, à un point Y. Il a beaucoup fait. Vers l'infini ou moins l'infini? Plus l'infini ou moins l'infini? Non. Parce que déjà, un pays dans lequel les gens ils nous parlent d'énergie, de pétrole, de gaz, etc., normalement, des lieux d'espoir devaient briller encore. Ouais. Si on sent que la composition de la population sénégalaise, c'est un pourcentage très élevé de jeunesse. Oui. Mais c'est même jeunesse-là qu'on voit emprunter des embarcations de fortune pour aller rejoindre d'autres pays où ils pensent que c'est là-bas qu'ils trouveront meilleure vie. Mais ça, on n'y peut rien. C'est une question de mentalité. On n'y peut rien. Est-ce que c'est pas vous ne le faites pas, moi je ne le ferai pas. Parce que tout simplement, parmi ces gens-là, il faut voir vraiment la sociologie des gens qui composent là. Vous verrez des gens qui vous disent que j'ai vendu ma quincaillerie pour me rendre à l'aventure. Tu verras quelqu'un qui te dit que j'ai vendu ma production agricole. Quelqu'un te dit que j'ai versé 6 millions. Mais quelqu'un dans ce pays-là qui se bat jusqu'à avoir 6 millions. Mais s'il continue de se battre, mais non, parce que avoir de l'espoir, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Au même moment où il s'hasarde à aller à l'aventure, d'autres moins nantis qu'eux, qui n'ont pas les mêmes chances qu'eux, sociales qu'eux, sont là et ils croient. Je donne l'exemple du défunt Ahmed Amar, de Eneman Sanders. Mais j'ai lu son success story. Il disait qu'il a vendu un véhicule, bien qu'à l'époque, à perte pour lancer son business. Vous prenez la
secteur de l'avicole, Babacar Ngom, il dit qu'il a démarré avec 60 000 francs. Moi, j'ai un ami personnel qui est à Dakar, qui vient du Saloum. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il emploie plus de 50 personnes, des cadres. Il m'a dit, lorsqu'il quittait en 92 son Saloum natal pour venir à Dakar, sa maman lui avait donné 10 000. C'est un monsieur qui lui a donné une valeur marchande de 50 000 francs, 10 000 plus 40 000 francs de marchandises. Aujourd'hui, il emploie plus de 50 cadres, etc. Mais donc, c'est un esprit, mais c'est ce qui vont à l'aventure comme ça. Et pour la plupart, c'est pas parce qu'il y a plus de l'espoir, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé que leur espoir n'est plus au Sénégal. Mais ça, on n'y peut rien. Mais de l'autre côté aussi, on peut voir d'autres exemples des Sénégalais qui viennent investir ici. Oui. On voit leurs terres confisquées. Parce que récemment, de région, on voit plusieurs gens qui disent qu'ils ont quitté l'extérieur pour venir investir dans le secteur agricole. Et des 5 États avec beaucoup d'argent, l'État vient récupérer ces terres-là. C'est que ça pas récemment à Sangakam aussi. Ça peut arriver, mais quand même au vu du pourcentage. Par exemple, vraiment c'est à des proportions incongrues. C'est-à-dire même pas 2% de cas comme ça. C'est ça, le cas vous minimise. Non, justement, je ne minimise pas. Mais je dis, il ne faut pas prendre un cas isolé pour en faire une généralité. Souvent, c'est ce que les gens font. Parce que quand même, le Sénégal a beaucoup fait avec le guichet unique pour encourager l'initiative privée, pour encourager à travers des salons à l'extérieur la destination sénégalaise, etc., etc. Le Sénégal ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Mais il peut arriver quand même qu'il y ait des situations de cas isolés où, par exemple, des gens ont été abusés par l'autorité locale en attribuant, parce que pour attribuer des terres, il y a une procédure également. Souvent, quand il y a vice de forme, mais les gens doivent être égaux devant la loi. Moi, si je suis victime, par exemple, on ne doit pas me priver pour enrichir, déshabiller les gens pour habiller Paul. Donc souvent, dans ces cas, l'État est obligé de sévir. Maintenant, si ça tombe sur un étranger qui est venu investir, comme vous dites, on a tendance à généraliser, alors que souvent, c'est des cas isolés. Je ne minimise pas du tout, parce que je disais tantôt qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans différents secteurs, mais quand même si on met dans la balance, sur la balance, on verra que quand même il y a eu plus de solutions que de problèmes. Voilà, tout à l'heure vous avez dit qu'on n'est pas en vacances. Oui. Mais si on n'est pas en vacances, il y a des secteurs qui sont ralentis. Oui. Par exemple, dans les communes, les maires, etc., les gens ne travaillent plus. Vous avez besoin d'un extrait, c'est tout un problème. Oui. Aujourd'hui, les étudiants tardent à retrouver le chemin des amphis. Oui. Mais quelle est la solution que le gouvernement tente d'apporter pour sortir le Sénégal de ce magasin? Par exemple, l'exemple de l'UCAD. Effectivement, l'administration de l'UCAD a tenu 2 réunions sanctionnées de communiqués. Les cours également, contrairement à ce qu'on nous dit, se font depuis un certain temps de façon distancielle et non présentielle. Vous n'avez pas connu ça, vous? Vous n'avez pas connu ce type de cours? Oui, mais non, d'accord, parce que les contextes, nous, on faisait nos revendications, on faisait nos grèves, on avait des acquis, mais on n'a jamais, ce qui s'est passé dernièrement à l'université, brûler le campus social, attaquer vertement des gens, presque il pouvait y avoir mort d'homme, cette violence inouïe et aveugle, la dimension qu'elle a prise dernièrement, les gens brûlés au chapiteau. Mais où sont ces étudiants-là qui réclament d'étudier aujourd'hui? Ils étaient dans le campus, pourquoi ils n'ont pas? Si c'était leur maison paternelle ou familiale, ils allaient prendre les dispositions pour qu'on ne le réduise pas ensemble. C'est leur outil, c'est leur de travail. Pourquoi ils n'avaient pas fait face, même si je présage que ce n'est pas eux? Parce que moi, je pense quand même qu'un étudiant ne peut pas avoir cet état d'esprit-là pour pouvoir brûler son propre outil. Moi, je le pense vraiment. Mais où est-ce qu'ils étaient lorsque d'autres le faisaient à leur place, alors qu'il s'agissait de leur propre outil? Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui disent que oui, il faut des trucs en présentiel. Mais pour que ça puisse se faire en présentiel, mais il faut que les conditions soient réunies. Les chapiteaux là, mais c'est avec de l'argent qu'ils vont le faire, et même si l'argent est là, mais il y a des délais de réalisation. Vous prenez également au niveau du coude. L'actuel directeur du COUD a obligation, en tant qu'autorité, de préserver la sécurité des biens et des personnes sous son autorité. Et tant que les conditions ne sont pas réunies, pour que plus jamais cela ne se reproduise, mais effectivement, moi je me mets à sa place. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Nous avons lu l'histoire. 1968,
mai 68, Oui. il y avait une perturbation, mais l'État avait pris les devants pour sauvegarder au moins ce qui fait le charme de la jeunesse, c'est-à-dire l'éducation et l'instruction. Oui. Donc aujourd'hui, l'État ne devait pas attendre plusieurs mois sans rien faire pour préparer les étudiants à retrouver le chemin des Non, il ne amphis. faut pas dire sans rien faire. Je vous ai dit qu'il y a eu des rencontres académiques. Non, au sur, niveau de l'université. sur le plan matériel, par Non, exemple. mais sur le plan matériel, depuis que les événements se sont produits à maintenant, si vous faites un tour à l'université, vous verrez que depuis lors, il y a beaucoup de services qui ont repris. Donc normalement, les cours devaient reprendre de façon physique. Non, mais il y a des préalables. Parce que moi, j'ai lu le dernier communiqué. Ils ont dit que, d'abord, il y a la franchise universitaire. La police ne doit pas être à l'intérieur de la police. Qui n'existe plus. Mais justement, donc ces préalables-là, eu égard à ce qui s'est passé, les gens sont au niveau de ces préalables. Parce que l'État ne peut pas investir plus de 800 milliards par année dans l'éducation par perte et profit. Donc l'État n'a pas intérêt à ce que les gens n'aillent pas en cours. Mais ces préalables-là, mettons-nous à leur place. Aujourd'hui, si cette insécurité se délocalisait dans cette radio, vous, en tant que journaliste, avant que vous ne soyez là, vous demanderez des garanties avant de reprendre votre job. C'est juste ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un calcul tapis derrière? Parce que pensant que les gens le disent, ils veulent lier ça aux prochaines élections. Mais ça, vraiment, depuis 2012, mon cher. Mais on peut lire ça en filigrane quand même. Non, depuis 2012, toutes les élections qui se sont passées au Sénégal ont été gagnées par le Benno. Toutes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent l'opposition là, par pur ils sont dans l'arnaque. Elles sont dans l'arnaque, puisque à chaque fois qu'ils montent la poussière, ils se comportent en vainqueurs. C'est comme si c'est eux qui étaient au-dessus de l'autre, qui avaient gagné. On l'a vu lors des législatives. Même si la marche, il y avait ballotage au niveau du nombre de députés, mais ils savent que l'opposition savait qu'elle a été battue à plate couture. Et ce qui a amené ça, c'est effectivement le fait qu'ils ont fait l'arnaque de dire il y a eu Wallou. Alors qu'on sait que ça n'a jamais existé. Ce n'est pas Yewwi Wallou qui était à l'élection. Au contraire, la preuve à l'Assemblée, depuis, il n'y a rien qui les unit. Toutes les lois qui ont été votées, ils ont voté, Wallou a voté par-ci, Wallou, même dans Yewwi, certains sont passés, aujourd'hui même il n'y a plus de Yewwi. C'est un déplacement de la question. Moi, là où je voulais en venir, c'est-à-dire l'adhésion que la jeunesse a envers un candidat. Oui. Et le pouvoir en place a pensé en certains... Ousmane Sonko, bien sûr. Mais non, pour être candidat d'abord, vous savez... Pour être candidat, il y a un processus pour être candidat. Mais sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est candidat maintenant? Mais vous êtes juriste et jusqu'à présent, les juristes ne parviennent pas à accorder leur violence. Vous êtes juriste de formation. Là, souvent, le droit, c'est un exercice d'interprétation. On interprète les mêmes articles selon le camp ou de la défense ou de la partie civile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des juristes qui vous disent qu'il est out, d'autres te diront également qu'il n'est pas out. Maintenant, laissons au Conseil. Comment peut-on arriver à ce niveau-là où on peut parler de deux vérités? Mais non, je dis par essence. On vient par exemple dans un dossier pénal. On vient par exemple nous dire qu'il s'agit de meurtre. Mais l'avocat de la défense plaide légitime défense. En prenant les mêmes articles, la partie civile parlera de meurtre, ou là où l'avocat de la défense parlera par exemple de légitime défense ou de je ne sais quoi. Il s'agit des mêmes articles. On ne crée pas les articles du code pénal ou bien du code civil ou bien etc. Non. Par essence, le droit c'est un exercice d'interprétation selon le cas où l'on se situe. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous entendez les avocats de Sonko dire qu'il est encore candidat. Et pourtant, ces mêmes avocats, rien que sur le dossier Mamba Niang, si vous remontez les archives, ils avaient dit que si ça passe, c'est cuit pour lui. Rien que sur ce dossier. On ne parle pas de la condamnation ferme sur Adji Sarr. On ne parle pas du dossier en instruction aujourd'hui qui l'a retrouvé là-bas pour corser son dossier. Donc le dossier Mamba Niang est toujours pendant. Ah oui, de toute façon, ça devait être... Malheureusement, ça n'a pas été enrôlé le 26 passé. Mais ce qui est clair, c'est que même si ça reste en l'état, il ne peut pas être candidat. Donc Sonko semble être une patate chaude. Pour qui? Pour l'État. Non, ça c'est une vue. Parce que déjà, quand on parle de l'université aujourd'hui, ils pensent que c'est un terreau fertile qui demain pourra pousser la jeunesse même à... Il y a combien d'universités au Sénégal? Il n'y a pas que l'UCAD. Moi j'ai fait l'UCAD. Il n'y a pas que l'UCAD. Il y a d'autres universités autres. Il y a toutes les régions maintenant, il y a des universités. Avec leur lot de problèmes. Ouais, mais c'est pourquoi
C'est pourquoi ils ont des administrations, ils ont des recteurs, ils ont un campus social avec un directeur, etc. C'est pour faire face justement à ça. Partout, même dans nos maisons, il y a des problèmes qu'on gère quotidiennement. Mais comment pouvez-vous admettre qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants font cours, à Dakar, ils ne font pas cours? Mais est-ce qu'il y avait les conditions matérielles de reprise sont les mêmes partout, au niveau de tous les... La casse, les brûles qu'il y a eu au niveau de Dakar, mais ce n'était pas du même degré et de même hauteur à l'UGB. Mais dans le contenu des enseignements après ça, on parle de LMD tout le temps. Oui. Ce n'est plus le système classique. Oui. Mais avec les LMD, ils doivent partir au même pas, les universités. Non. Il y a souvent parce que c'est des crédits capitalisables. Ouais, un étudiant de Gaston Berger peut demain poursuivre ses études à l'université de Dakar, ou bien un étudiant de Dakar continue sur lui en capitalisant ses crédits. D'accord, mais il y a souvent un quantum horaire à respecter. Et les gens n'accepteraient pas, les étudiants eux-mêmes n'accepteraient pas d'être sacrifiés sur cette question. Il y a un quantum horaire à respecter. Autre chose également, il y a souvent, en fonction de ces désiderata, un réaménagement du calendrier universitaire qui se fait. C'est pas nouveau. Voilà, chaque fois, ce réajustement a eu lieu. Donc ça, c'est des questions d'opérationnalité que les autorités régleront en temps opportun. Mais on ne peut pas comparer, par exemple, l'université de Thiès avec l'université de Dakar, puisque le même niveau de casse, le niveau de casse n'était pas le même dans toutes les universités. C'est ça. Maintenant, nous allons revenir à Thiès pour dire que Thiès reçoit le Premier ministre ou le candidat. Le Premier ministre. Et qu'est-ce que Thiès va gagner de cette visite? Mais Thiès, déjà, a beaucoup gagné. Vous pensez? Le premier, si. Moi, je suis Thiessois. Le Premier ministre est venu constater. Et peut-être renchérir avec d'autres perspectives. Parce que ce que Thiès a déjà gagné, Thiès est devenu un carrefour ferroviaire, autoroutier et aérien. Ce n'est pas le cas. Pour le train, on a fait 2 voyages seulement. Touba et Tivaouane. Non, parce qu'on a anticipé. Mais le projet, c'est carrément la réhabilitation du chemin de fer. Et on a vu que les machines sont commandées, qui sont là, etc. On a vu un début d'exécution. Ça, c'est des choses palpables qui sont là. On a vu que maintenant, l'aéroport, à 10 minutes, tu es là-bas. On a vu également que l'autoroute, un peu partout, on est ceinturé par l'autoroute. Il y a Touba, il y a Tivaouane qui nous passe de l'autre côté, et ainsi de suite. Sans compter les aménagements internes. Donc ça, quand même, on a beau être aveugle, mais la vérité est têtue. On peut que s'en rendre compte. Donc le Premier ministre en venant d'abord va constater, puisqu'il y a eu des engagements qui avaient été pris en 2014. En 2014, lors du premier conseil des ministres décentralisé. Mais sur l'enveloppe qui était prévue, mais sur le plan des investissements, l'État a fait 3 fois plus que les engagements qui avaient été pris dans tous les secteurs. Que ce soit l'assainissement, que ce soit au niveau de la carte scolaire et universitaire, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des investissements de l'électricité. Aujourd'hui, Thiès, la région, et principalement le département de Thiès et de Tivaouane, mais est devenu presque le maître de l'énergie, des investissements dans le domaine de l'énergie au Sénégal. Avec le mix énergétique, mais avec les trucs éoliennes de Taïba Ndiaye, de Tobin, etc. Donc, Thiès a beaucoup. On peut être de Thiès. Aujourd'hui, moi, mon rêve, Dakar aujourd'hui Thiès est l'arrière-cour de Dakar. Mais moi, aujourd'hui, je rêve que Dakar soit l'arrière-cour de Thiès. Et je pense que le Premier ministre, ce qu'il est en train de faire... Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais je voulais vous interpeller sur cette jeunesse thiessoise qui attend toujours du travail, les nouvelles sociétés techniques qui ont toujours fermé. On nous parle de Thiès, ville Jakarta, comme ça, pour montrer que cette jeunesse-là, peut-être n'a pas vu les réalisations de l'État ici à Thiès. En tout cas, c'est selon le cas où on se situe. Toujours selon le cas. Non, parce que tout simplement, l'État a fait... Vous avez fait le tour de... programme Khayundaouni. Rien qu'à Thiès, il y a eu plus de 4700 et quelques recrues depuis qu'on a lancé. Ça, c'est des chiffres vérifiables. Mais ces gens-là ne diront pas qu'effectivement, n'auront pas les mêmes propos. C'est qu'un emploi, ça se crée. Je suis d'accord maintenant que l'État doit créer un environnement propice, un environnement adéquat pour encourager la création d'emplois.
etc. Mais ça, l'État est en train de le faire, avec les fonds créés au niveau de la terre, etc., etc. Mais ça, si les jeunes n'ont pas un esprit d'entrepreneuriat, si les jeunes, il y a aussi un problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est-à-dire un problème d'employabilité. Et l'État est en train de corriger ça avec les ISEP, avec les centres de formation. L'État fait beaucoup avec le 3FPT dans le cadre de la formation des jeunes. Mais un État, mais au fait, c'est ça son rôle. Il y a des problèmes, on constate et on essaie d'apporter des solutions. Maintenant, il appartient aux jeunes de ne pas être là, tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Effectivement. On est pris par le temps, M. Sall. Nous vous remercions de votre visite. Si vous avez un message à lancer à la population thiessoise pour l'accueil de M. Sall, M. Ba. Oui, bon, en tout cas, on appelle tout le monde à l'accueil. Il mérite un accueil chaleureux, vu les efforts immenses, colossaux que l'État a déployés pour le rayonnement de Thiès. En tout cas, on souhaiterait en avoir plus, mais je sais que Thiès n'a pas été en rate. Et nous appelons toute la population à lui réserver un accueil chaleureux, digne de son rang. Et en le faisant, nous le faisons pour le président Macky Sall, comme si c'était lui qui serait là. Et tout dans la paix, dans la sérénité, puisque le Sénégal est un et indivisible. Merci M. Sall. C'est Poétique avec le plaisir de recevoir M. Pape Amadou Sall, juriste de formation, chef d'entreprise depuis 2002, membre du cabinet du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, responsable de coordination secrétaire administratif de l'Union régionale de Thiès, membre du bureau politique du Parti socialiste. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. C'est Politique, c'est le magazine politique de la radio Centrale FM Thiès 107.1. Chaque dimanche, de 11h à midi, Ali Ndiaye reçoit en direct un homme ou une femme politique pour débattre sur l'actualité nationale et internationale. C'est Politique, c'est le lieu de l'argumentation scientifique et stratégique, du débat public.